Heureux de vous revoir tous. Euh, D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Première question. Et ensuite, est-ce que vous voyez l'écran que je partage actuellement? Oui, De mon côté, c'est parfait. Oui. Ok, super. Donc, j'ai mis tout à l'heure dans le Slack le lien vers le dépôt GitHub qu'on va utiliser aujourd'hui pendant la session. Dans ce dépôt, j'ai essayé de mettre du code de telle façon qu'on puisse l'utiliser entre guillemets pas à pas. C'est-à-dire qu'on va commencer par une petite application simple et puis ensuite on va compliquer un petit peu, puis on va encore compliquer. Voilà. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, donc, on rentre réellement dans le code et qu'on regarde tout ce qu'il faut faire pour que le SP32 arrive à communiquer en Wi-Fi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un petit rappel sur les 2 sessions précédentes. Vous vous souvenez de la toute première session, on avait parlé de communication et il y avait un point très important qu'on avait évoqué, c'était la différence entre une communication en mode flux, comme c'est dans le cas dans TCP, et une communication en mode message ou datagramme pour employer le vocabulaire UDP, donc dans le cas d'UDP. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une communication en mode message, en mode datagramme, en utilisant UDP. Ça a le gros intérêt d'être très simple à mettre en place. Vous vous souvenez que quand on est sur un support de communication comme TCP qui est en mode flux, eh bien, il faut rajouter une délimitation des messages. Il faut délimiter les messages qu'on veut envoyer pour pouvoir reconnaître côté réception qu'on a un message complet. Voilà, donc aujourd'hui, on choisit solution de simplicité, on va faire d'UDP. Il faut bien garder en tête qu'UDP, à l'inverse de TCP, n'est pas un protocole qui assure la fiabilité de la remise des données. C'est-à-dire que si, lorsque vous envoyez un message UDP, un datagramme UDP, l'application destinataire, pour une raison X, a un petit problème de connectivité, enfin, qui a quelque part une coupure du lien entre l'émetteur et le récepteur, au sens Internet, votre message UDP, il n'arrivera pas en face, mais personne ne fera rien pour vous. Hein. Ce sera à vous de répéter le message, enfin d'abord de vous rendre compte que vous avez perdu le message UDP, et ensuite de le répéter, etc., etc. Alors, il y a quand même de nombreuses applications qui supportent l'échange de messages UDP avec perte sans aucun souci. Hein. Je crois qu'on l'avait évoqué là, cette fois-là, justement, c'est si on fait remonter régulièrement une valeur de température, si on fait ça en UDP et que de temps en temps il y a un message UDP qui se perd, c'est pas fondamental. Ça va gêner trop personne. Sauf si, bien sûr, dans le système que vous concevez, vous avez absolument besoin des données de température à intervalles réguliers. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. On va travailler en UDP aujourd'hui. On peut perdre des messages, mais dans notre cas, dans notre exemple, ça ne sera pas bien grave. Le deuxième point, ça concerne la deuxième session que nous avons faite sur les aspects plus logiciels. Donc, vous vous souvenez qu'on avait vu 3 niveaux de développement logiciel en fait pour l'embarquer. Le niveau le plus luxueux, entre guillemets, c'est du style Linux. Ensuite, on avait un deuxième niveau un peu moins luxueux, mais qui continuait à fournir des tas de services de synchronisation, de communication entre tâches, etc. Ça, c'était le niveau RTOS, Real Time OS. Et enfin, on avait un troisième niveau, celui le plus bas, qu'on appelle souvent bare metal, où là, on n'a rien et on fait tout. On avait passé un petit peu de temps à regarder les gestionnaires d'interruption, enfin, qu'est-ce que c'était qu'une interruption, les gestionnaires d'interruption, les problèmes que ça pouvait poser quand on voulait partager de l'information entre un gestionnaire d'interruption et puis la tâche de fond qui va faire le boulot de l'application, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être au niveau du milieu, c'est-à-dire qu'on va utiliser un RTOS, on va utiliser FreeRTOS pour ne pas le nommer. FreeRTOS étant le choix qui a été fait par Espressif, donc la société chinoise qui développe les microcontrôleurs de la famille ESP. L'environnement de développement qu'on va utiliser, c'est l'une des solutions préconisées par Espressif, c'est Eclipse avec un plugin développé par Espressif et qui permet de rajouter toutes les spécificités de l'environnement de développement Espressif et puis de programmer de façon à peu près simple un ESP32. Alors, il y a d'autres environnements de développement. Il y a Arduino, il y a Platform.io, il y a VS Code, enfin Visual Studio Code, etc.
comment dire, si j'essaie de qualifier, si par exemple je prends Arduino, en quelques mots, l'IDE, enfin l'éditeur Arduino, moi je le trouve trop simpliste, entre guillemets. Pour des petites applications, ça va très très bien, il n'y a aucun souci. Pour des applications un peu plus conséquentes, dans lesquelles on peut avoir plus de 10 fichiers sources, par exemple, ça devient un petit peu plus, un peu moins agréable. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, on l'avait déjà évoqué la dernière fois également, quand on se met dans l'environnement Arduino, forcément, on est obligé de se soumettre à ce qui a été prévu par Arduino au départ, donc une boucle dans laquelle il faut insérer du code. Et parfois, je vous l'avais dit, il y a des librairies Arduino qui ne sont pas forcément au top en termes de gestion des événements. Et on peut se retrouver avec des applications dans lesquelles on a des petits soucis de blocage. Voilà, alors ça peut se lever ces soucis-là, mais ça demande à soulever le capot d'Arduino et enfin des librairies. Ça demande d'aller un petit peu plus loin. Donc, auquel cas, autant passer directement sur un environnement comme sur l'environnement natif d'Expressif qui vous permet vraiment d'avoir un contrôle complet de ce que vous voulez écrire. VS Code, je ne suis pas parti dessus pour une raison toute bête qui nous aurait pas gêné pour la session d'aujourd'hui, mais qui peut être gênante plus tard quand on a besoin de développer plus en profondeur, entre guillemets. C'est que la dernière fois que j'ai regardé, c'est il y a peu de temps, VS Code ne supportait toujours pas ce qu'on appelle les watchpoints. Un watchpoint, c'est quoi? C'est un point d'arrêt, mais sur de la donnée et pas sur du code. Ça vous permet par exemple de déterminer un petit peu plus facilement les problèmes de corruption mémoire parce que vous allez pouvoir arrêter l'exécution de votre programme lorsque une partie de la mémoire que vous surveillez commence à être écrite par une partie de votre programme que vous ne pensiez pas au départ qui allait écrire dans cette partie-là. Voilà, donc les watchpoints manquaient la dernière fois que j'ai regardé dans VS Code. Je pense que ça finira par arriver. Hein. C'est déjà supporté pour certaines cibles, donc ça devrait être bientôt supporté, je pense, pour le SP32, si ce n'est pas déjà le cas aujourd'hui. On aurait pu partir aussi sur Platform.io. Et Platform.io, à mon sens, l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il rajoute une couche d'abstraction, entre guillemets, au-dessus de l'environnement natif expressif. Vous allez me dire, Eclipse fait la même chose. Oui, sauf que Eclipse, il est recommandé par Expressif. Et puis, c'est un outil très, très ancien. Donc maintenant, on connaît bien, enfin, il est solide, on va dire. Voilà. Un peu compliqué à utiliser, mais solide. Voilà. Pour continuer maintenant, alors pour ceux d'entre vous qui veulent exécuter en même temps que moi le code, enfin le compiler, le linker, le charger dans le kit, et puis regarder ce que ça donne, bien on va faire un petit tour justement pour voir un petit peu ceux parmi vous, pardon, qui ont pu faire cette install. Et puis après, on démarre. Donc, alors, je ne sais pas, Xavier, tu as peut-être une meilleure vue que moi des gens, ou du moins tu peux sur un côté de ton écran, si tu peux faire un petit appel, savoir qui a mis ça marche. qui a l'install. Alors déjà, moi, c'est bon, j'ai l'install, j'ai réussi à faire tourner le World. Merci Sébastien pour le coup de main. Florent, t'en es où? Non, moi, je suis complètement à la bourre parce que j'ai découvert le dépôt pour avoir la VM genre 10 minutes avant la présentation. Donc, je vais le faire en mode suivi actif. Je suis vraiment intéressé par la mise en œuvre de FreeRTOS. Et du coup, je vais suivre ça en faisant abstraction de j'ai pas le matos sur moi. Tu vois. Ok, Ça pas de marche. souci. Sébastien. Donc moi, comme je disais de mon côté, j'ai tout l'environnement CT, mais par contre, j'arrive pas à exécuter le code sur le SP32. Donc bah, je vais faire, voilà, je vais suivre les manips, en tout cas au moins sur Eclipse et tout ça, voilà, je ferai ce que je peux de mon côté avec ce que j'ai. Ok. Mais après, Sébastien, éventuellement, on en reparlera par Slack interposé. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. François. Ok. À la bourse ou d'autres choses. Donc, dans une semaine, je suis en congé, on va dire.
Bon, c'est bon, tu auras les congés pour installer la VM alors. C'est En ça. fait, je suis en activité réduite. Voilà. Bruce, Ok. Bruce, toi, tu avais choisi autre chose que la VM. Bruce? Allez, micro coupé, Bruce. Ouais. Ouais. Bon, mais de toute façon, oui, il nous a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas vu. Hop. Il a fait le choix de ne pas installer la VM. Oui. Et Jean-Yves? De mon côté, en fait, j'ai fait un Visual Studio avec plateforme IO ici. J'ai pas l'Eclipse. Je suis pas chez moi, je suis au boulot. Et bon, voilà, je viens d'écouter ce que tu viens de dire, Pascal. Donc, je basculerai sur Eclipse chez moi. Alors, attends, pas d'obligation. Hein, c'est si aujourd'hui tu développes déjà pour le ESP32 et que tu as l'habitude de VS Code, reste sur VS Code. D'accord. Hein, après, plus tard, par rapport en particulier à l'aspect que j'évoquais, les watchpoints, là, Ouais. si tu as besoin d'aller débugger du code, entre guillemets, pas en temps réel, mais enfin du code qui tourne dans le SP, éventuellement, ça sera plus confortable de basculer sur Eclipse. Je note ça. Voilà, mais sinon. Je te remercie, Pascal. Ok. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, je le répète, hein, le lien vers le dépôt qu'on va utiliser là, il est dans le Slack. Je vous affiche ici, je pense que vous le voyez toujours, le README qui est au sommet de ce dépôt. Et en particulier, si je vais au bon endroit, voilà, les informations, enfin les différents répertoires qu'il contient. Il y a, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va procéder par étapes. Il y a un premier répertoire qui s'appelle le Wi-Fi, enfin 01 Wi-Fi, dans lequel il y a une application, une application pour le SP32, dont le seul boulot, c'est quoi? C'est de se connecter à un access point Wi-Fi. Disponible pas loin forcément. Donc ça, c'est le seul boulot que fait cette application. Ce qui est par contre intéressant dans cette application, c'est qu'elle tente de faire ce boulot de connexion à l'access point, au point d'accès, pardon, de façon, comment dirais-je, entre guillemets solide. C'est-à-dire que si par exemple vous éloignez le SP32 du point d'accès et que la connectivité Wi-Fi est perdue, l'application va tenter de se reconnecter, mais sans non plus aller pourrir l'espace radio en faisant des répétitions systématiques et immédiates, donc en respectant un timeout, etc. Voilà, lorsque cette application donc arrive à s'exécuter complètement avec un point d'accès, elle se termine, en fin de connexion au point d'accès Wi-Fi, il y a attribution d'une adresse IP à l'ESP32 et à partir de là, vous avez une connectivité IP entre le ESP32 et le monde de l'Internet, enfin ce qui est accessible à travers le point d'accès Wi-Fi que vous utilisez. Et dans les applications suivantes, on mettra en place une connectivité UDP sur cette connectivité IP. Voilà. Le deuxième répertoire, lui, il contient une petite application Python qu'on va utiliser comme une espèce de serveur pour recevoir les messages, les datagrammes UDP qui seront envoyés par la troisième application qui se trouve dans le répertoire numéro 03. Donc cette application ESP32, c'est une évolution de l'application Wi-Fi de la première, dans le sens où, une fois que la connectivité IP est établie avec le point d'accès Wi-Fi, alors des messages UDP sont envoyés très régulièrement vers une adresse IP prédéfinie. Alors, bien entendu, la manip qu'on va faire, c'est configurer l'application pour lui donner l'adresse IP du programme Python. Et donc, là, on verra fonctionner l'échange de messages UDP, des messages émis par le SP32 vers l'application Python. Et puis vous avez deviné, je pense que les deux applications suivantes, c'est à la fois du Python et de l'ESP32, enfin du C pour ESP32, qui permettront de mettre en place la descente de messages vers l'ESP32 cette fois-ci. On n'aura pas forcément le temps de les explorer, mais sachez qu'ils sont là. Et à partir du moment où vous avez vu les trois applications précédentes, vous rentrerez sans problème dans ces deux dernières. Il y a un autre élément qui peut être intéressant dans les applications pour le SP32 telles qu'elles sont fournies là, c'est l'utilisation d'un modèle de conception qui repose sur de la connexion non bloquante entre tâches.
Alors, vous vous souvenez que dans la session précédente, on avait parlé d'automates à état fini qui permettaient de gérer de façon assez simple du code qui, normalement, serait un plat de spaghetti si on utilisait des ifs and else. Si on monte d'un cran au-dessus de ces automates à état fini, on arrive assez rapidement, on peut arriver assez rapidement à quelque chose qui s'appelle, vous avez dû en entendre parler, des microservices. Un microservice étant, allez, si je fais vite en termes de définition, du code qui fournit un très petit nombre de services, mais de façon très bien définie. On sait en particulier, bien sûr, quels sont les services qu'il fournit, quels sont les messages d'erreur qu'il peut retourner, et puis on sait aussi dans quel cas il part en erreur et comment le redémarrer lorsqu'il part en erreur. Et ce qu'on essaye de rajouter aussi dans les cas, quand on travaille sur des serveurs ou sur des machines de bureau où là on a de la place mémoire, etc., et on peut mettre plus de code, c'est que lorsqu'un microservice tombe, on en redémarre instantanément un autre. Et puis pour faire du partage de charge ou de la montée en charge, on peut déployer des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de microservices. Voilà. On va essayer d'utiliser dans le ESP32 cette notion de microservice, mais de façon beaucoup plus triviale, vous allez voir. Par contre, le gros intérêt, c'est que cette façon d'écrire le code, c'est-à-dire en utilisant des tâches qui communiquent entre elles, permet d'éliminer la plus grande partie des problèmes de synchronisation qu'il peut y avoir, de synchronisation et d'échange de données qu'il peut y avoir entre codes qui s'exécutent de façon simultanée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'introduction. Je vous ai mis quelques liens ici, dans la section que j'appelle référence documents. Quelques liens, alors d'abord vers l'environnement de développement, la doc de l'environnement de développement expressif. Des infos, la partie de la doc expressif concernant le driver Wi-Fi. Alors, vous verrez qu'elle est très riche. Hein, c'est d'ailleurs assez amusant parce qu'il y a quelques années, ne serait-ce qu'il y a 5 ou 6 ans, je crois, peut-être un peu plus, lorsqu'Expressif a commencé à se faire connaître sur le marché mondial, la plupart des docs étaient encore en chinois. Et c'était un peu costaud pour entrer dans les docs. On trouvait, pour trouver des pseudo-traductions anglaises de ces docs chinoises. Aujourd'hui, ils ont vraiment franchi ils ont fait un bond qualitatif et leurs docs sont de très très bon niveau. Elles sont assez pédagogiques avec des exemples et puis ils ont beaucoup de code open source. Donc je suis assez admiratif de cette boîte en fait. Voilà. Et puis, bon, là, j'ai rajouté un lien qui peut servir, mais il y aurait des dizaines d'autres liens à rajouter. Toujours un lien vers la doc expressif, vers l'intérieur de la doc expressif. Là, c'est ce qui se passe aux startups d'une application pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Bien. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que le SP32 allait envoyer des messages UDP vers une application Python qui allait tourner, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez compris, je pense, sur votre PC, que vous allez devoir indiquer l'adresse IP de ce PC ainsi qu'un port qui va recevoir les datagrammes. Ça se fera au niveau de l'ESP32 grâce à un menu de configuration qui est accessible directement depuis Eclipse ou qui peut s'accéder en ligne de commande. Voilà. Et le reste, ce sont des choses, comment utiliser en mode commande ou des liens vers la doc Eclipse pour utiliser l'environnement de développement. Voilà, mais de toute façon, on va le faire tout de suite. Concernant les tâches, je vous ai précisé, ce que j'appelle les tâches dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui communiquent entre elles par message non bloquant. Je vous ai indiqué ici tout ce qui, un descriptif plus détaillé d'une tâche, mais on va voir dans le code tout à l'heure comment ça se passe de façon concrète. Là, bon, vous avez une petite doc de référence. Voilà, on a fait le tour. On va rentrer dans le premier programme. Alors, Xavier, si tu veux, si tu as fait un clone du dépôt dans ta machine virtuelle, si tu as Eclipse d'activer, et bon, même Sébastien, hein, même si tu ne peux pas faire les exécutions ensuite sur le SP32, mais tu vas pouvoir compiler. Normalement, quand vous lancez Eclipse, vous allez vous retrouver, alors pas tout à fait, je vais réduire cette fenêtre-là.
vous allez vous retrouver normalement, si je l'ai toujours là. Ouais, voilà. Vous allez vous retrouver sur une page qui ressemble à ça, normalement. C'est-à-dire, c'est la doc d'accueil d'Eclipse dans sa configuration pour Expressif. Vous avez un petit bouton pour minimiser la fenêtre en question. Je vous conseille de cliquer dessus et la fenêtre disparaît. Normalement, vous vous retrouvez face à un Eclipse qui ressemble à ça. Petite question de vocabulaire, enfin petite définition pour Eclipse. Vous avez des fenêtres. Donc là, j'en ai 3 de fenêtres. À gauche, la fenêtre qui contient un onglet explorateur de projet. En haut, une fenêtre qui va contenir le code source. Pardon. Et en bas, une fenêtre qui contient un certain nombre d'onglets, parmi lesquels la console qui montre les résultats de la compilation, les problèmes éventuels, et puis dans laquelle se trouvera également un onglet terminal qui pourra afficher les messages générés par le SP32. Chacune de ces fenêtres a un bouton d'iconification, de minimisation, ou un bouton de maximisation et d'autres boutons. Voilà. Si vous voulez avoir un peu plus de place pour le code, par exemple, vous pouvez enlever la fenêtre, enfin vous pouvez minimiser la fenêtre qui contenait l'onglet console. Une fois qu'elle est minimisée, elle se retrouve ici à droite dans la configuration par défaut, et pour la remettre en place, vous cliquez sur le bouton Restore. Voilà. Bien, alors la première étape à suivre là, c'est d'importer le projet du dépôt GitHub que vous avez cloné par le menu Import. Xavier, Sébastien, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Et bien sûr, les autres, vous m'arrêtez aussi. Alors, sachant que pour vous, c'est un peu moins, c'est un peu plus du blabla pour l'instant. Mais voilà, mais n'hésitez pas. Quand vous avez cliqué sur... Ok, parfait. Quand vous avez cliqué sur le bouton Import, vous avez des catégories d'import. Sélectionnez la catégorie expressif et dedans, vous sélectionnez l'import d'un projet expressif. Vous cliquez sur le bouton Next. Et là, vous allez avoir la possibilité de choisir le répertoire dans lequel se trouve le projet expressif, enfin ESP-IDF, que vous allez importer. Donc, c'est le bouton Browse. Dans ma configuration de VM, moi, c'est systématiquement dans un répertoire qui s'appelle Dev. Là, c'est le nom du dépôt GitHub. Et à l'intérieur, on va choisir le répertoire 01-Wi-Fi, puisque c'est celui qui contient la première application qu'on va utiliser. Cliquez sur le bouton Open. Vous cliquez sur le bouton Finish. Et normalement, vous arrivez à cette configuration d'Eclipse, enfin à cet état d'Eclipse, où à gauche, dans l'explorateur de projet, vous avez le projet 01-Wi-Fi avec un certain nombre de dossiers, enfin de sous-répertoires. C'est bon pour vous, Xavier et Sébastien? Alors, non, ça me fait Project Ouais. be created, reason, invalid project description. Alors, est-ce que tu as bien pris le répertoire, le dossier 01-Wi-Fi? Ouais. Ouais. Ah, ok, non, c'est parce que j'avais... Ok. C'est moi. Parce que j'avais importé de manière pas correcte avant. Hop. Ouais. Tac. C'est bon. Super. Alors, au point de vue arborescence de fichiers, enfin fichiers en général, qu'est-ce qu'on a? On a un sous-dossier qui s'appelle build. Alors, comme son nom l'indique, c'est là-dedans que vont être produits les différents codes binaires nécessaires. Donc ça, c'est généré par l'environnement de développement. Le répertoire qui contient, le répertoire principal, c'est main, mais vous l'avez deviné, c'est dans ce répertoire que l'on trouve les fichiers sources du projet, de l'application. Et puis au niveau le plus haut, vous avez un certain nombre d'autres fichiers. Alors, tasks.odg, c'est un fichier LibreOffice, hein, c'est celui dans lequel je décris, on va le regarder tout à l'heure, je décris les tâches qui sont utilisées dans cette application. Et ça, c'est le .svg, c'est
fichier, enfin l'image que j'ai générée pour pouvoir la présenter dans la doc. Donc ça, c'est pas lié à ESP-IDF. Ce qui est lié à ESP-IDF, par contre, c'est le fichier SDK config qui, comme son nom l'indique, est un fichier de configuration. Si je double-clique dessus, oui, ça commence mal. Alors, je vais faire quelque chose. Je vais redémarrer Eclipse parce que tout à l'heure, j'ai eu un souci. De mon côté, il cherche un fichier qui n'est accessible qu'une fois buildé, en fait. Il cherche kconfig_menus.json qui serait dans le dossier build/config. Oui, tout à fait, je confirme ça. C'est-à-dire que, alors, le build, si tu peux le... C'est Sébastien qui parlait là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Si tu veux, tu peux lancer le build en cliquant sur le marteau en haut à gauche. Mais, alors, ah oui, non, pardon, attends, on n'a pas... Ah si, tu as fait tourner le Hello World, tu as bien une cible de lancement, une launch target qui s'appelle ESP, enfin, qui concerne le ESP32. Oui, tout à fait, ça, je l'avais. Ok, impeccable. Donc, si tu cliques sur le marteau, normalement, tu dois pouvoir construire le projet, là. Qui a effectivement tourné. Voilà. Alors maintenant, est-ce que j'ai à nouveau accès? Non, non, bah, tiens, c'est étrange, ça. J'ai un souci au niveau du projet. Alors, c'est dommage parce que ça fonctionnait tout à l'heure. J'ai dû faire une mauvaise manip. Sébastien, Xavier, normalement, quand vous cliquez sur SDK config, vous devez afficher un menu. Tout à fait. Voilà, bon, il n'y a que moi. Alors, c'est dommage parce que je voudrais quand même vous le présenter. Tu veux que je partage mon écran? Ouais, si tu peux, il faut que j'arrête le partage de mon côté. Voilà. Alors, vous voyez le bon écran ou pas? Super, impeccable. Alors, est-ce que tu peux replier à gauche, composante config? Voilà. Alors, vous voyez, ce menu de configuration, il contient des tas de choses. Il y a énormément de paramètres que l'on peut configurer au niveau de l'ESP32. Il y a par contre une seule chose qui nous intéresse, nous, actuellement, c'est ce qu'on peut configurer au niveau de l'application. Et ça, c'est dans la catégorie qui s'appelle ESP-IDF-UDP. Et voilà, les trois éléments que l'on peut configurer, c'est les informations qui permettent de définir le point d'accès. Alors attention en tapant le mot de passe, hein, parce que... voilà. Si vous venez à Sofab, vous l'avez le mot de passe, donc c'est pas dramatique. Bon, tant mieux. Voilà. Alors, un mot en passant d'ailleurs, hein, c'est que les informations que vous tapez là, alors tu peux faire un CTRL-S, Xavier, pour sauver ces données-là. Voilà. Et quand tu recompileras, puisque là, je vois que tu as une construction qui tourne là, mais quand tu rebuilderas, eh bien, ces nouvelles informations de configuration du point d'accès seront prises en compte dans l'application. Donc, faites gaffe, quand vous poussez du code vers GitHub, hein, les pirates n'attendent que de trouver des mots de passe de point d'accès Wi-Fi. Donc, ne poussez pas vers GitHub des fichiers de configuration dans lesquels vous avez de vrais mots de passe. Est-ce que c'est une conf statique qui sera aussi dans le code que tu vas mettre sur l'ESP, ou est-ce qu'une fois que c'est dans l'ESP, tu peux changer? Alors, une fois que c'est dans l'ESP, tu peux changer. C'est juste, si tu veux, une IHM assez ergonomique qui permet de définir la valeur des deux paramètres. Sachant que derrière, c'est du JSON, enfin non, pardon, c'est un fichier texte ligne par ligne, hein, de style nom de variable égale, enfin nom de variable égale valeur. Merci. Mais ce n'est pas en liaison directe avec le SP32, c'est-à-dire que voilà, ça va générer en fait du code C qui va être inclus dans l'application, et puis c'est tout. Voilà, donc merci Xavier, je vais continuer de mon côté sur l'aspect cette fois-ci
application. C'est bon, vous voyez à nouveau mon écran? Oui, c'est bon. Ok, super. Alors, je vais afficher... je vais afficher... Alors, ah, c'est pas le meilleur moyen d'afficher quelque chose de valable. Je vais faire ça autrement. Là, je rentre dans le dossier, sur GitHub, je rentre dans le dossier 01 Wi-Fi, dans le dossier Wi-Fi. Et voilà, là, je vous affiche maintenant vous vous en souvenez, c'est celui que je vous ai montré la dernière fois. C'est l'automate qui décrit la façon dont fonctionne le code qui permet de se connecter au point d'accès Wi-Fi. Ça, c'est le premier schéma. Ce n'est pas sur celui sur lequel on va passer le plus de temps. Il y a un autre schéma qui, lui, décrit les deux tâches qui tournent dans l'application. Alors, je vous ai dit donc l'application a été construite grâce à des tâches qui communiquent entre elles. Donc là, on a une première tâche qui s'appelle Supervisors, deuxième tâche qui s'appelle Connect Wi-Fi. Au démarrage, ces deux tâches sont créées. On va voir dans le code tout à l'heure comment elles sont créées. Ce sont des tâches au sens FreeRTOS. Le supervisor, la tâche de supervision, donc en fait, va ensuite, au bout d'un moment, envoyer un message de demande de connexion à la tâche Connect Wi-Fi. Et c'est la tâche Connect Wi-Fi qui, elle, est en charge de gérer tout ce qui est connexion au point d'accès. Donc, en particulier, lorsqu'elle détecte qu'il y a une perte de la connectivité, relancer une recherche de connexion, une nouvelle tentative de connexion au bout d'un certain temps, etc. Si, pour une raison quelconque, la tâche Connect Wi-Fi se trouve face à une erreur qu'elle sait ne pas pouvoir corriger, comme par exemple, il manque le driver Wi-Fi sur le SP32. À ce moment-là, elle envoie un message internal error au superviseur, et c'est au superviseur de faire son choix dans le traitement de l'erreur. Là, dans notre cas, on est dans une application très très simple. À part afficher un message de log qui va dire la tâche Connect Wi-Fi nous a dit qu'elle avait un gros souci, on ne fera rien d'autre. Mais l'idée derrière cette architecture est la suivante, c'est que dans une vraie application un peu compliquée, avec du métier et avec des composants techniques qui doivent gérer un certain nombre de choses, l'idée c'est de créer une tâche pour chacun des éléments du métier et des éléments techniques, de faire dialoguer ces tâches entre elles, sachant qu'il faut quand même un chef d'orchestre qui prenne les décisions de relancer telle tâche ou telle tâche, de sortir un message de log en cas d'erreur détectée, de demander de l'assistance à un utilisateur si par hasard il y a une IHM, etc. Et cette tâche, je l'appelle, moi, dans mon cas, superviseur. Voilà, c'est tout. Je reviens donc à la tâche Connect Wi-Fi qui, elle, est représentée par cet automate à état fini. Alors, cet automate, on va le garder de côté, à côté de l'écran. Normalement, on devrait pouvoir le faire. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va rentrer dans le code qui l'implémente. Alors, je suis allé un peu vite. Avant de rentrer dans le code qui l'implémente, je vous montre quand même le code principal. Alors, pour enlever les messages d'erreur, je vais reconstruire l'application. Voilà, laissez-moi juste 45 secondes pour reconstruire l'application. Vous voyez, quand on compile, en fait, il y a un tas de choses qui est compilé. Par la suite, lorsqu'on fait que des modifications à la marge, normalement, beaucoup moins de code est compilé. Le système de build d'Espressif est assez complexe, mais il marche plutôt pas mal. Voilà. Donc, normalement, je disais que voilà. Donc, vous voyez, ça c'est quand on rentre dans le projet pour la première fois, ne vous étonnez pas, il y a des messages d'erreur concernant les includes. Et donc, du coup, il y a des messages d'erreur sur les variables ou les fonctions liées aux includes. Dès qu'on fait le premier build, tout ça, c'est corrigé. Alors, regardons donc le corps de l'application. Il doit s'appeler
app, enfin, il doit s'appeler. Si on reste dans les éléments fixés par défaut par l'environnement ESP-IDF, le corps de l'application doit s'appeler app_main. Et ce corps de l'application a en charge, bien entendu, d'initialiser un certain nombre de choses et ensuite de démarrer le boulot. Alors, quand on regarde au niveau initialisation, il y a quelque chose que j'aime bien faire dans mon code source, mais c'est anecdotique, hein, c'est d'afficher un numéro de version. Comme ça, quand je regarde le log, ensuite, je sais quelle est la version qui tourne sur le SP32. Il y a un deuxième élément qui est nécessaire pour le Wi-Fi, c'est d'initialiser la mémoire non volatile de l'ESP32. Donc NVS, non-volatile, avec mon meilleur accent anglais, storage. Donc l'initialisation se fait par cet appel. Et comme on est dans de l'embarqué, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, on essaye de faire du code fiable et ça veut dire qu'il faut tester tous les codes de retour. Donc en particulier, il faut tester le code de retour fourni par NVS Flash Init. Et s'il est différent, enfin pardon, s'il est égal à ces deux sources possibles d'erreur, alors on traite l'erreur, enfin on utilise, dans mon cas, j'utilise la macro ESP Error Check. Cette macro, elle fait quoi? Elle va afficher, alors pardon, je dis des bêtises, je vais trop vite. Si on a l'une de ces deux erreurs, ça veut dire que peut-être la mémoire non volatile est dans un état un peu bizarre, donc il faut l'effacer. Donc on appelle la fonction d'effacement et ensuite sur cette fonction d'effacement, on appelle la macro qui va vérifier, la macro ESP Error Check, qui va vérifier la valeur retournée par la fonction d'effacement. Cette macro, elle fait quoi? Vous pourrez aller voir le code source. Hein, elle va faire partir le SP32 dans une boucle infinie si le code retourné par la fonction sur laquelle on l'applique, enfin si le code d'erreur passé à la macro est un vrai code d'erreur, n'est pas un code de succès. Voilà. Et donc ça va vous figer vous avez une boucle infinie et puis basta. Ça, dans une application qu'on met en exploitation, normalement on ne le fait pas, hein, on tente quand même de retomber sur ses pattes. Donc voilà, gardez ça en tête, il y a une macro très agréable à utiliser qui permet de détecter les erreurs, d'afficher des logs en cas d'erreur et d'ensuite de partir dans une boucle infinie, mais ce n'est pas forcément le meilleur à mettre en exploitation. Voilà, donc ça c'est l'initialisation de la mémoire non volatile qui est nécessaire. Il y a un autre élément qui est nécessaire, c'est d'initialiser la stack IP. La stack IP utilisée par Espressif provient du projet Natif. C'est pour ça qu'on trouve le terme natif dans le nom des fonctions. Et ensuite, il y a quelque chose concernant cette fois-ci l'environnement d'exécution ESP-IDF qui est à faire, c'est l'initialisation d'une boucle, de la boucle de message par défaut. Alors, vous allez me dire, tiens, c'est marrant ça, une boucle de message. Tu nous as déjà parlé de tâches qui communiquent entre elles en utilisant des messages. Eh bien, il se trouve que ESP-IDF, enfin en tout cas le runtime de ESP-IDF fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que il gère des tâches, il crée des tâches et il les fait communiquer entre elles par des événements. Alors, ce n'est pas tout à fait des messages, c'est des événements, mais l'idée est là. En fait, il n'y a pas de secret, hein, cette façon d'écrire des applications, elle est très utilisée depuis de nombreuses années. Voilà. Alors, vous pourriez également me dire, ouais, mais Pascal, c'est pourquoi tu as réinventé un truc alors que tu aurais peut-être pu utiliser la boucle d'événements existante dans ESP-IDF. Alors, j'aurais pu, sauf que il se trouve que j'ai à gérer plusieurs cibles, enfin plusieurs types de microcontrôleurs. Et le code que j'écris, j'aime bien dans la mesure du possible qu'il soit portable d'une cible à une autre. Portable le plus possible. J'essaye pas non plus, je suis pas non plus un intégriste de la portabilité ou dans le sens où je ne tente pas de mettre en place des couches d'abstraction qui vont permettre de commuter facilement d'un microcontrôleur à un autre. Parce que ça prend beaucoup de temps et c'est un peu compliqué à gérer. Donc, ce que je m'efforce de faire, c'est d'écrire du code lié aux aspects métiers du projet sur lequel je suis, qui est séparé en tâches. Ce code-là,
il est assez indifférent par rapport à la cible hardware. Donc, je peux le porter d'une cible à une autre. Je peux même le faire tourner sur un PC sans souci, souvent. Grâce grâce au fait que j'utilise toujours ce même paradigme, cette même architecture de tâches échangeant entre elles des messages. Bon. N'empêche que vous verrez, j'ai quand même là, dans ce cas-là, pour aller vite pour le SP32, j'ai une adhérence non négligeable par rapport au fait qu'on utilise FreeRTOS. Voilà, mais c'est un autre sujet. Le design pattern, lui, reste valide. Alors, puisqu'on parle de FreeRTOS, on a ici deux appels de fonctions FreeRTOS, nos deux premiers appels de fonctions FreeRTOS, qui sont la création de deux tâches. Et la tâche superviseur dont je parlais tout à l'heure et la tâche Connect Wi-Fi dont je parlais également tout à l'heure. Les paramètres, on oublie pour l'instant. Et lorsque ces deux tâches ont été créées, une boucle infinie, et juste pour donner une information sur le fait que le SP32 est toujours vivant, ou du moins que l'application est toujours vivante, toutes les 180 millisecondes, j'affiche un message de log. Donc voilà, toutes les 3 minutes, sur la liaison série qui permet de suivre ce que fait le SP32, il y aura un message de log. Voilà. Donc là, rien de bien compliqué. On initialise, on démarre de tâches. Et après, on fait une boucle infinie. Alors pourquoi une boucle infinie? Parce que si on en sort de cette boucle, eh bien, on arrête tout. Hein. Ça, c'est une caractéristique de FreeRTOS. Il faut faire une boucle. J'aurais pu faire un while true, hein. Mais un while true, c'est pas génial parce que ça consomme de la CPU quand même. Donc c'est pas mal de se mettre en attente de quelque chose, typiquement d'un délai. Et ça, FreeRTOS derrière, il va le gérer correctement. Il ne va pas faire une attente active, il va faire une attente sur un timer. Voilà. Donc ça ne consomme pas de CPU. Bien, rentrons maintenant dans la tâche superviseur pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Le premier point qu'on voit au début, c'est deux définitions de constantes qui font référence à des constantes qu'on ne voit nulle part dans notre code. En fait, ces constantes-là, elles sont générées par ESP-IDF chaque fois qu'on fait tourner, la première fois où on fait un build, et ces constantes-là sont générées à partir de ce qu'il y a dans SDK-config. Alors, de façon plus précise, en fait, ce qu'il y a dans kconfig.prochebuild. On va aller voir tout à l'heure. Vous vous souvenez qu'on a défini le SSID Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi dans l'interface de configuration et qu'ensuite on a fait tourner un build. En fait, ensuite, normalement, après avoir défini ces valeurs de configuration, on fait tourner un build. Et dans ce build, une des tâches que fait ESP-IDF, comme je le disais, c'est de générer quelque part dans du code ESP-IDF ces constantes-là. Et ces constantes-là ont la valeur qui a été attribuée, bien entendu, lors de la phase de configuration. Pendant qu'on est sur la partie configuration, si on regarde ce fichier-là, c'est en fait un moyen, donc un fichier qui s'appelle kconfig.prochebuild, c'est un moyen d'ajouter dans votre application à vous des valeurs de configuration qui sont ensuite automatiquement intégrées par l'environnement ESP-IDF dans la partie SDK, dans SDK-config. Donc là, on retrouve, vous vous souvenez, les 3 paramètres qui s'affichaient concernant la catégorie ESP-IDF-UDP configuration. Voilà, donc vous voyez, il est possible de mettre des commentaires hein, pour avoir une petite aide en ligne pour l'utilisateur. Voilà. Ensuite, je vous ai dit qu'on avait un automate à état fini. Au niveau superviseur, il est très simple. Il a trois états. Un état qui attend un certain délai, un état dans lequel on attend un certain délai.
Ensuite, un état dans lequel on attend un message. Et enfin, un état dans lequel on va rentrer lorsqu'on est en erreur. Voilà. Regardons maintenant ce que fait la tâche du superviseur. Alors, si on revient sur le code main, vous voyez, quand on appelle la fonction xTaskCreate de FreeRTOS, on lui passe le nom de la tâche, qui est dans ce cas-là le nom de cette fonction. Cette fonction, par convention, dans FreeRTOS, à cette structure-là, on peut lui passer un ou plusieurs paramètres, en fait un tableau de paramètres qui pointent vers, qui sont des pointeurs vers void, vers rien, vers ce que vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction? On va d'abord créer la première chose qu'on fait dans cette tâche, pardon, enfin fonction qui implémente la tâche, on va d'abord créer la file d'attente qui va permettre de recevoir les messages émis par l'autre tâche. Donc, vous voyez, c'est la gestion de file d'attente pour message est quelque chose de fourni par FreeRTOS. Ça fait partie des services que fournissent la grande majorité des RTOS. Donc voilà, on crée cette file d'attente. Et puis ensuite, on va initialiser. Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, voilà, c'est ça. Si par hasard, l'appel de la fonction FreeRTOS retournait une erreur, on le log. On log le fait qu'on a une erreur et on se met dans l'état erreur. D'accord? Le fait de se mettre dans l'état erreur, ça fait que plus tard, quand on est en erreur, là, au niveau superviseur, ça veut dire qu'on est vraiment très mal. Sachant que, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, dans cette application exemple, normalement, on ne devrait jamais tomber dans ce cas d'erreur. Et donc, j'ai choisi volontairement de ne pas mettre de code là-dedans. Dans une vraie application, on pourrait tenter un reset, par exemple. Voilà, donc, et si on a une erreur, on ne va pas tenter non plus l'étape suivante. Et cette étape suivante, c'est quoi? C'est un nouvel appel de FreeRTOS pour créer cette fois-ci un timer. Un timer que l'on va démarrer dans quelques lignes plus loin, qu'on va démarrer avec une valeur de, alors je vous passe les détails, mais sachez que c'est 500 millisecondes. Vous voyez ici, on a le chiffre 500. Ensuite, en fait, si, allez, je vous le dis quand même, le fichier 500, ce sont des millisecondes, mais en fait, ce que FreeRTOS maîtrise, ce ne sont pas des millisecondes, ce sont des ticks d'horloge. Donc, on va convertir les millisecondes en ticks d'horloge, et c'est cette valeur de ticks d'horloge, de nombre de ticks d'horloge qu'on passe à xTimer start. Voilà. Donc, là, on démarre ce timer, et ce timer, on l'a configuré juste au-dessus. Voilà, c'est casse-pied, ces fenêtres surgissantes. Ce timer, on l'a configuré juste au-dessus, de telle façon à ce que lorsqu'il est appelé, et là c'est intéressant, vous voyez, ça rappelle un petit peu les gestionnaires d'interruption, mais cette fois-ci c'est un timer, mais c'est équivalent à ça, hein. En sous-jacent, souvent ce sont des interruptions. Je dis souvent parce que parfois on a des timers purement logiciels. Mais lorsqu'on a un vrai timer hardware en dessous, ben là, on a un lien direct entre le gestionnaire d'interruption lié à l'interruption timer et le gestionnaire de timer qu'on indique ici. Donc, ce gestionnaire de timer, je l'ai déclaré quelques lignes au-dessus. Il fait quoi? Il va créer un message. Alors, un message, c'est quelque chose qui est défini par moi. Hein. C'est l'un de ces fameux messages que les tâches vont échanger entre elles. Donc, je crée un message. Ce message, je dis que son type, c'est timeout. Il n'a pas de payload, hein, il n'y a aucune info. Et je me l'envoie à moi-même. C'est la file d'attente que j'ai créée juste là-dessous. Ici, SV input queue. Donc, ce message, je me l'envoie à moi-même. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre comme façon de procéder, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. Donc, on revient dans le corps du superviseur. Donc, on a créé le timer, on l'a démarré, et ensuite, on rentre dans une boucle infinie.
dans laquelle se trouve implémenté notre automate à état fini, qui est tout simple en fait. Au départ, il se met en attente d'un message. Alors oui, pardon, je suis allé un peu vite. La première chose que l'on fait dans la boucle infinie, c'est se mettre en attente d'un message qui arrive dans la file d'attente, dans la file d'attente du superviseur. Donc là, vous voyez la structure, l'architecture de chaque tâche, c'est quoi? C'est qu'une tâche ne fait quelque chose que lorsqu'elle reçoit un message. Ce message peut venir d'une autre tâche. Donc, par exemple, si on se met dans le cadre de la tâche Connect Wi-Fi, ben, cette tâche Connect Wi-Fi, elle va être en attente, par exemple, du message de demande de connexion qui va être émis par le superviseur. Voilà. Si je me mets dans le cas du superviseur ici, eh bien, je vais être en attente, vous avez compris, je pense, maintenant, du message émis par le gestionnaire de timer lorsque le timer va arriver à expiration. Ça veut donc dire que, si je traduis ça dans des termes plus compréhensibles peut-être pour des humains, le superviseur au démarrage crée le timer. Ce timer, au bout de 500 millisecondes, va envoyer un message dans la file d'attente du superviseur. Et donc, et le superviseur lui-même est dans l'état d'attente de ce message, parce qu'on a ici initialisé son état à cette valeur. Donc, au bout de 500 millisecondes, il va voir arriver ce message. Enfin, il va tester quand même que c'est bien ce message-là qu'il reçoit. Hein. Ça, c'est une précaution aussi habituelle. À nouveau, on est dans une application très simple. On n'aurait peut-être pas eu besoin de le faire, mais si on prévoit dès le départ le test de toutes les erreurs possibles, du code spécifique qui essaye de gérer toutes les erreurs possibles, mais dès le départ, votre code sera d'autant plus solide et surtout d'autant plus facile à déboguer. Imaginez par exemple que que je me sois trompé de type de message dans le timer. Bon, mais là, je le verrai tout de suite, puisque j'attends un message de type timeout. Si je n'ai pas ça, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Et lorsque je reçois ce message timeout, qu'est-ce que je fais? Eh bien, cette fois-ci, je vais générer un message à destination de la tâche Connect Wi-Fi. Pourquoi je sais que c'est un message à destination de la tâche Connect Wi-Fi? D'abord parce que j'ai décidé, mais surtout quand on relit le code, parce qu'on voit qu'on écrit ça dans une file d'attente dont le nom indique qu'elle est liée à la tâche en question. Et ensuite, je change d'état et je vais attendre. Et dans cet état-là, j'attends tout autre message. Voilà. Vous vous souvenez, vous souvenez que l'architecture de cette application, c'est celle-ci, elle est extrêmement simple. On vient de voir ça, le superviseur au début qui attend 500 millisecondes et lorsque les 500 millisecondes sont passées, envoie le message connect à la tâche connect Wi-Fi. De son côté, si la tâche connect Wi-Fi détecte une erreur qu'elle ne peut pas récupérer, elle envoie un message internal erreur au superviseur. Voilà, c'est dans ce cas-là, le superviseur recevra ce message-là, affichera un message de log et en fait ne fera rien d'autre. Voilà, c'est tout. L'état d'erreur du superviseur, lui, il est atteint lorsqu'on a une erreur dans le superviseur, une erreur irrécupérable dans le superviseur. Alors, ça peut sembler un peu touffu peut-être tout ça, je ne sais pas comment vous le percevez, mais parce que c'est la mise en place d'une architecture qui est héritée quand même d'un certain nombre, enfin du développement d'un certain nombre d'applications. Donc, c'est un peu touffu, un peu fouillis au départ, mais ensuite, une fois qu'on rentre dedans, c'est plutôt pas trop difficile à prendre en main et à faire évoluer. C'est surtout ça le gros intérêt de ce genre d'architecture. Voilà, on a vu la tâche superviseur. Pour l'instant, on n'a vu que ça. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous en avez marre déjà? Pas de questions. Ouais. Super intéressant. Bon, merci, c'est sympa. On va continuer alors.
J'aurais également continué si vous aviez dit que c'était gaspillé. Non, je plaisante. J'aurais essayé de... Enfin, on aurait essayé de voir ensemble là où la clarté manquait. Ben, basculons maintenant sur la tâche Wi-Fi. Je m'excuse parce qu'elle est un peu à la bourre en fait. Dans une vie précédente, tu dis que ton code, tu le fais tourner et sur les différentes targets et aussi sur une simulation PC. Dans une vie précédente, on avait ça avec Nucleus Plus. FreeRTOS sur PC, ça tourne aussi? Alors, c'est une bonne question. J'avais regardé à une époque et je dois avouer que je ne me souviens plus de ce que j'avais trouvé. Normalement, oui. Normalement, il doit y avoir, je pense qu'il y a un portage pour PC. D'accord. Mais c'est à vérifier. Ouais. Merci. Après, ce que tu peux faire, tu peux toujours mettre en place aussi QEMU. Tu dois connaître, je pense, pour faire de l'émulation de microcontrôleurs sur ton PC. Je ne connais pas. Que j'ai entendu parler, mais je n'ai jamais joué, voilà. Même regardé ça. Ouais, c'est une autre possibilité. Je dois avouer que j'ai pas eu, enfin, j'ai rarement eu la nécessité de mettre en place sur le PC une émulation de microcontrôleur. Bon, pour X raisons. À la limite, on fera peut-être une autre session un jour dont le thème pourrait être essayer de développer du code fiable pour microcontrôleurs. Pourquoi pas un jour, si Xavier, tu penses que ça peut intéresser des gens. Oui, c'est clairement ça. Le stimulateur, c'est pour tordre dans tous les sens le code. Ouais. Voilà. Alors, merci. Alors, revenons sur notre automate et regardons comment on l'a implémenté dans notre code. Tac. Alors, connect Wi-Fi. Tac. Donc là, je rentre dans le code source de la tâche connect Wi-Fi. On retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'état courant de la tâche. Donc une variable toute bête. Et cette variable peut prendre ces différentes valeurs. Donc là, on retrouve en fait ces différentes valeurs. Elles sont celles qui figurent sur le diagramme à droite. Hein. Au début, on est en attente d'un message de demande de connexion. Donc vous avez compris que ce message, il viendra du superviseur. Et puis ensuite, il y a des messages il y a des états avec des noms un petit peu ésotériques, mais on va comprendre assez rapidement à quoi ça correspond. Wait STA, wait IP, wait unconnect, wait disconnect, et puis error. Celui-là, vous le comprenez facilement, je pense. Alors, rentrons un petit peu plus dans le Wi-Fi et en particulier dans ce que c'est pour Espressif, pour ESP-IDF, la gestion d'un point d'accès Wi-Fi. Alors pour ça, le meilleur moyen, c'est d'abord de regarder comment on doit initialiser le Wi-Fi. Alors ça, je reviens là-dessus. Cette fois-ci, on ne parle plus de FreeRTOS, on parle de ESP-IDF. Ce sont les librairies. On va regarder là l'utilisation de fonctions qui sont fournies par les librairies ESP-IDF pour gérer leur hardware. La première fonction à appeler, c'est celle-ci. Enfin, quand je dis, il y a plusieurs façons en plus hein, dans ESP-IDF pour gérer le Wi-Fi. Donc ça, c'est une façon que je vous propose. La première chose à faire, c'est d'appeler cette fonction-là qui permet de dire à ESP-IDF, on veut se comporter comme étant ce qu'on appelle une station Wi-Fi, c'est-à-dire un PC, une machine, un équipement qui va se connecter à un point d'accès. Donc, on est une station Wi-Fi. Cette station Wi-Fi, on peut la configurer. Il y a pas mal de paramètres. On ne va pas les parcourir là aujourd'hui parce qu'on n'aurait largement pas le temps. Mais si vous avez vraiment besoin de faire du Wi-Fi et d'écrire des programmes qui fonctionnent bien en exploitation, il faut absolument que vous alliez voir les différents paramètres de la configuration, en particulier tout ce qui concerne l'aspect international. Vous savez que le Wi-Fi n'a pas les mêmes autorisations. Enfin, pour le Wi-Fi, les mêmes bandes ne sont pas autorisées partout dans le monde. Il y a des restrictions selon certains pays. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des restrictions également au niveau de la puissance maximale émise
et ça aussi, ça dépend un petit peu des pays, etc., etc. Alors, Espressif a bien fait les choses. Ils fournissent des profils prédéfinis et vous pouvez utiliser l'un de ces profils prédéfinis. Normalement, il devrait être correct par rapport au pays dans lequel l'équipement sera utilisé. Là, quoi qu'il en soit, ce qu'ils conseillent, c'est d'appeler cette macro-là pour retourner une config par défaut. Et ensuite, vous pouvez éventuellement modifier cette config. Vous voyez, je ne l'ai pas fait ici, parce que ce n'est pas un code d'exploitation, c'est juste un code d'exemple, alors que j'aurais dû le configurer pour la France. Et sur cette config, éventuellement modifiée, donc, on appelle la fonction ESP Wi-Fi init. Comme d'habitude, en cas d'erreur, on fait un log. Et puis là, on est dans une fonction qui est réutilisée par ailleurs. On retourne la valeur false si ça s'est mal passé. Maintenant, si tout s'est bien passé, on va faire deux choses. La première chose, et on retombe dans la vision entre guillemets interruption ou événementielle, on va enregistrer un gestionnaire d'événements concernant les événements Wi-Fi qui sont générés en interne par la librairie Espressif. Donc ça concerne le Wi-Fi. Et ça c'est lié à la création de la boucle. Enfin, si je n'avais pas créé la boucle d'événements par défaut, cet appel de fonction, là, ici, enfin, l'enregistrement du gestionnaire de Wi-Fi n'aurait pas servi à grand-chose. Donc ça, premier niveau, Wi-Fi. Deuxième niveau, on enregistre également un gestionnaire, mais cette fois-ci lié aux événements concernant la stack IP. Puisque vous voyez bien ce qui va se passer en termes de connectivité, hein, lorsque la communication aura été établie en Wi-Fi entre le SP32 et le point d'accès. Au-dessus, ensuite, il faut activer la pile IP et pour pouvoir fournir tous les services TCP, IP, SMTP, FTP, HTTP, etc. Dans le code que je vous présente ici, j'ai fait le choix d'utiliser le même gestionnaire d'interruption dans les deux cas. Donc, ça veut dire que ce gestionnaire d'interruption recevra, enfin, pardon, pas d'interruption, ce gestionnaire d'événements. Il recevra à la fois les événements liés au Wi-Fi et les événements liés à la stack IP, ce qui permet de tout regrouper au même endroit, ce qui est plutôt sympathique. Et ce gestionnaire, il est là. Et ce gestionnaire, il va servir de passerelle entre la vision événementielle de la librairie Espressif et notre vision tâche à nous. Et ce qu'on voit, c'est que chaque événement va être transformé en message. Et ces messages vont être envoyés à nous-mêmes. C'est la même philosophie que dans la tâche superviseur. Ici, dans la tâche Connect Wi-Fi, les événements qui sont produits par l'environnement externe à la tâche sont traduits sous forme de messages et envoyés à la tâche. Comme ça, la tâche, elle voit tout sous forme de messages, ce qui permet d'avoir une architecture de tâches, comme pour le superviseur, dans laquelle on a une boucle infinie et on attend un message. Tant qu'on n'a pas de message, on ne fait rien. Donc revenons, je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire en fait sur ce gestionnaire d'événements. Voilà, on reçoit les événements Wi-Fi. Il y en a, en fait, au total, il y a 3 événements qui nous intéressent. Il y a l'événement qui dit que ça y est, la librairie ESP-IDF qui gère l'accès Wi-Fi a démarré. Donc notre station, entre guillemets, Wi-Fi a démarré. C'est-à-dire voilà, tout le code expressif qui gère le Wi-Fi dans le ESP32 a démarré correctement. Ensuite, il y a un autre événement qui nous intéresse, c'est le fait de savoir quand est-ce qu'on est déconnecté. Donc ça, c'est important de le récupérer, cet événement, puisque c'est à ce moment-là qu'on lancera la reconnexion après une attente. Et le dernier événement, le dernier pas dans l'ordre temporel, mais le dernier dans le code, parce qu'en fait, celui-là, il arrive juste après, enfin assez peu de temps après qu'on ait eu l'information que le Wi-Fi était activé dans le ESP32. Ça, c'est l'événement qui dit que notre équipement en tant que station Wi-Fi a reçu une adresse IP.
Et donc là, c'est bon, c'est super, on a la connectivité IP. Donc normalement, vous voyez, si on regarde l'automate, la séquence normale de messages que va recevoir la tâche, c'est ça. Demande de connexion émise par le superviseur. À ce moment-là, la tâche va demander à la librairie ESP-IDF de démarrer la station Wi-Fi et on va se mettre en attente du message, du message lié à l'événement Event STA Start. Donc ça, c'est l'état white STA. Et ensuite, on va se mettre en attente de l'attribution d'une adresse IP. Et si tout s'est bien passé, et bien à ce moment-là, on va rentrer dans l'état attente de déconnexion. Et normalement, si on reste à proximité du point d'accès Wi-Fi, on ne devrait pas avoir de déconnexion. Cet état-là, comment dire, on devrait bouger dans cet état-là, entre guillemets, uniquement si on s'éloigne du point d'accès Wi-Fi ou si le point d'accès Wi-Fi est coupé. Ou s'il y a un brouillage radio, enfin voilà, quoi, toute perte de connectivité Wi-Fi. D'accord? Donc, revenons maintenant dans le code, mais je crois que vous avez, après, a priori, là, vous avez dû comprendre la façon dont ça tournait. Alors, partons du début quand même. Hein. Donc là, on est dans la définition de la tâche FreeRTOS qui implémente notre tâche Connect Wi-Fi. On initialise quelques constantes. On retrouve la conversion de millisecondes en TIC pour FreeRTOS. Donc là, c'est un délai de 60 secondes. Là, c'est un délai de 500 millisecondes. On va voir tout à l'heure à quoi ils servent. Et puis là, on définit des codes retour, puisqu'on dialogue au final avec deux environnements. Il y a l'environnement FreeRTOS d'un côté qui a son propre type de code d'erreur, et il y a l'environnement ESP-IDF qui a son propre type de code d'erreur. Voilà. Puis il y a nous aussi qui avons notre propre type de code d'erreur. On positionne l'automate dans son état de démarrage, qui est bien celui-ci. L'init n'existe pas, hein, c'est pour faire beau sur le diagramme. On n'en a pas besoin en fait. On crée notre file de messages dans laquelle on va recevoir tous les messages qui proviennent soit du superviseur, soit de la librairie Espressif. Et on crée un timer, mais à la différence du superviseur, on ne va pas le démarrer. On crée un timer qu'on utilisera lorsqu'on aura besoin de se reconnecter, parce qu'on aura détecté une perte de connexion. Et ce timer, il a la valeur Connect Retry Period qui est au-dessus, qui est définie au-dessus. On l'a vu tout à l'heure, c'était 60 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est celui qui est défini dans la configuration. Voilà, Connect Retry Period millisecondes. Attendez, je dis des bêtises là ou pas? Non, c'est bien celui-là. Connect Retry Period millisecondes. Ouais, c'est bien celui-là. OK, impeccable. Donc ce timer, on ne fait que le créer. Voilà, on ne le démarre pas. On lui passe par, bien sûr, un gestionnaire de timer, et ce gestionnaire de timer, comme pour le superviseur, vous voyez, c'est le même principe, il va créer un message qui indique que on a atteint le timeout. Alors, dans les deux tâches qu'on a vues, superviseur et celle qu'on est en train de voir, Connect Wi-Fi, on n'a qu'un seul timeout, enfin on n'a qu'un seul timer, hein, on n'attend qu'une seule expiration de durée. Il y a des tâches dans lesquelles on peut avoir plusieurs attentes à faire, plusieurs types d'attentes différents à faire. Dans ce cas-là, bien sûr, on aurait soit deux messages différents, soit le même message, mais avec une payload, enfin avec un paramètre complémentaire qui décrirait quel type d'attente vient de se terminer. Voilà, allez, j'en dis pas plus, vous pouvez l'oublier éventuellement. Bien, ensuite, on va appeler la fonction qu'on a parcourue tout à l'heure qui initialise le Wi-Fi en utilisant les librairies d'Espressif. Et maintenant, on rentre réellement dans notre automate et on attend l'information nous disant que c'est bon, on a été connecté au point d'accès Wi-Fi. Donc ça, c'est le message connect. Ce message connect qui est STA. Pardon, je dis bêtises.
là, on attend le message du superviseur qui nous demande de nous connecter. Et dans cet état-là, on sait qu'on ne doit recevoir que ce message-là. Donc, quand on reçoit ce message du superviseur qui nous demande de nous connecter, on va configurer l'aspect, les aspects protection. On va configurer les aspects, oui, identité et mot de passe pour le point d'accès Wi-Fi, et on va mettre ça dans la configuration Wi-Fi pour la librairie ESP-IDF. Donc, vous voyez, on passe en paramètre. Enfin, on indique dans une structure qui va être passée en paramètre à cette fonction, on indique le SSID qu'on veut atteindre, le mot de passe du SSID, on passe tout ça à la fonction ESP Wi-Fi setConfig, et puis voilà. Et enfin, on demande réellement à démarrer le Wi-Fi. Et donc là, effectivement, on en arrive, là tout à l'heure j'avais été un peu trop rapide, ça faisait trop longtemps que je n'avais pas regardé le code, enfin quelques jours on va dire. Là, effectivement, on va rentrer dans l'état d'attente de la notification par ESP-IDF du fait qu'on a trouvé le point d'accès Wi-Fi et on s'est connecté en Wi-Fi. On est dans cet état-là. Dès qu'on reçoit le message qui nous dit que tout est OK, on est connecté au point d'accès, eh bien, cette fois-ci, alors, vous voyez, les termes, le choix des termes est un peu délicat. Moi, je vous disais connecté au point d'accès Wi-Fi, mais là, on appelle la fonction Wi-Fi Connect. En fait, j'aurais pas dû dire connecté, j'aurais dû dire on a trouvé. Alors, pardon, non, c'est encore moi qui me plante. Là, quand on est là, on n'attend pas la connexion point d'accès Wi-Fi, on attend la fin de l'initialisation de la partie Wi-Fi de l'ESP32. Lorsque c'est fait, à ce moment-là, effectivement, on peut lancer la demande de connexion au point d'accès. Et on va passer à l'attente de l'assignation, comment on dit, de l'attribution de l'adresse IP. Donc, on se retrouve ici, dans l'état à droite, c'est cet état-là. Et là, il peut se passer plusieurs choses par contre. On peut éventuellement s'être trompé dans le mot de passe ou avoir indiqué un SSID qui n'est pas celui d'un point d'accès Wi-Fi présent localement. Donc à ce moment-là, la stack va retourner un événement qui va être traduit, nous, dans notre... alors, je vous montre à nouveau le traducteur. Voilà. Ici, on va se retrouver, si on n'arrive pas, si on n'a pas le bon mot de passe, le bon nom de point d'accès, ce que retourne ESP-IDF, c'est cet événement. Ce que nous, on traduit en AP, Access Point Not OK. Et donc là, on sait qu'on n'a pas pu se connecter au point d'accès. Alors, quand on n'arrive pas à se connecter à un point d'accès, je l'ai déjà évoqué en début de présentation, on est tenté de recommencer. Alors, c'est clair que si on a fait une erreur sur le mot de passe, on n'y arrivera jamais. Hein. Si par contre, tout simplement, on n'est pas assez près du point d'accès, on peut retenter le coup. Donc là, ce qu'on va faire, on va retenter le coup, effectivement, et on va démarrer cette fois-ci le timer qu'on avait fait que définir au-dessus. Et vous vous souvenez que ce timer, on l'avait défini avec une durée de 60... avec la durée qui est dans la configuration. Vous voyez pourtant une durée ici. En fait, ça, c'est quelque chose qui est lié à FreeRTOS. C'est que dans certains cas, l'appel, la demande de démarrage d'un timer peut prendre du temps au niveau FreeRTOS. Et lorsqu'on écrit des applications dans lesquelles on n'a vraiment pas envie de gaspiller du temps, on va mettre ici un délai très court et FreeRTOS rendra la main dès que le délai sera atteint. Nous, là, on n'est pas pressé. Si on attend 500 millisecondes, ce n'est pas grave. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette valeur. Donc, c'est pas, je reviens là-dessus, ça, c'est pas la durée du timer qu'on démarre ici. La durée du timer, c'est celle qu'on a définie plus haut lorsqu'on a déclaré le timer. Voilà. Et voilà, donc en cas d'erreur, je termine avec cette partie-là. En cas d'erreur, on démarre le timer et puis on passe dans l'état
attente avant de se reconnecter à nouveau. Donc l'état ici. Si maintenant tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'en particulier on a une adresse IP, eh bien on sait qu'on est connecté au point d'accès. On affiche un message de log et on va passer dans l'état, ce que j'ai indiqué tout à ce que j'ai déjà indiqué, on va passer dans l'état attente de déconnexion qui pourrait survenir, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, par exemple si on s'éloignait du point d'accès ou si quelqu'un éteignait le point d'accès. Et voilà, en gros, on a terminé le parcours de notre automate de gestion du point d'accès Wi-Fi. Donc, vous voyez, c'est pas complètement trivial, c'est pas non plus si compliqué que ça. Et quand on utilise un automate comme ça, c'est d'autant plus simple et plus clair. Ça ne m'a pas empêché, vous avez vu quand je l'ai expliqué, comme j'avais oublié 2-3 trucs, hein, ça faisait quelques jours que je n'étais pas rentré dedans. Voilà, il a fallu quand même que ça me revienne dans ma couche neuronale supérieure. Là. Voilà, mais n'empêche que le code est relativement clair et surtout écrit sous cette forme-là. Il vous permet de corriger très facilement les bugs si vous en trouvez, s'il y en a, et il vous permet de le faire évoluer de façon très simple. Ça, c'est toujours une constante dans l'utilisation des automates. Quoi dire de plus? Bon, je crois que je ne vais pas vous faire rentrer dans la gestion de la reconnexion parce que vous avez compris certainement. Peut-être vous demander si vous avez des questions et puis le lancer, le faire tourner, tout simplement. Alors moi j'ai une question sur l'IP. J'ai vu que, on n'a pas l'adresse IP. On a un événement qui nous dit qu'on en a une, mais elle n'est pas retournée. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on n'en a pas besoin? Alors, dans cette application très simple, on n'en a pas besoin parce que c'est l'adresse IP de l'ESP32. Et quand tu mets en place une communication avec une application distante, en fait, tu as besoin de l'adresse IP de l'application distante. D'accord. Du coup, c'est la couche ESP-IDF qui va gérer, qui va avoir son IP et qui du coup va gérer les communications. Exactement. Ouais. C'est-à-dire quand on va dans l'exemple dans l'application suivante, dans la -03, là, enfin dans l'application 03, où on va émettre des messages UDP, eh bien, tu verras qu'à aucun moment on utilise notre adresse IP, celle de l'ESP32. C'est la stack UDP qui sait que elle dispose d'une adresse IP et elle l'utilisera pour créer ces paquets UDP. Mais c'est transparent pour nous. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Allez, on va tenter un build, une compilation. Et puis la programmation de l'ESP32. Alors, juste, je vais essayer de réactiver. Voyons voir. Comment est-ce que je peux réafficher? Oui, voilà. Je vous montre juste à la caméra. Voilà, j'ai la même chose que vous. Hein, si vous avez récupéré le dev kit C à FabLab, sauf que moi, il est d'une version un peu plus ancienne. Mais voilà, le fonctionnement va être le même. Donc, il est connecté cette carte-là est connectée en USB à mon PC et la connexion USB en fait est renvoyée à la VM comme c'est expliqué dans la doc de la VM. Alors, juste pour Sébastien, c'est peut-être là que justement il y a quelque chose qui peut t'intéresser par rapport à la programmation. Ah, encore que non, pardon, non, excuse-moi, non, je dis des bêtises, puis toi tu as réussi à le programmer. Alors, pour tout le monde, est-ce que vous voyez le menu VirtualBox que je suis en train d'afficher là? Oui. Oui. Okay. Alors, dans ce menu, quand on va dans les settings USB, dans les réglages USB, on voit qu'il y a 3 niveaux de contrôleurs USB qu'on peut mettre en place pour une machine virtuelle. Si on met en place le deuxième niveau, USB 2.0, qui est celui par défaut, si je ne dis pas de bêtises, on est a priori obligé d'appuyer sur le bouton, c'est le bouton boot, oui, sur le bouton boot du dev kit C, donc de la carte ESP32, pour lancer la programmation.
alors que normalement, Espressif a mis tout ce qu'il fallait au niveau du hardware et du logiciel pour que ça soit automatique, pour qu'on n'ait pas besoin d'appuyer sur le bouton. Donc, pour automatiser cette programmation, il faut passer la machine virtuelle en USB 3.0. Voilà. Et là, normalement, la programmation de l'ESP32, enfin du DevKit-C, se fait sans avoir besoin de mettre les mains dessus. Voilà, ça c'était le petit point. Il faudra que je le rajoute dans la doc d'ailleurs parce que je ne l'ai pas mis ça. Si, tu l'avais mis dans. Enfin, non, non, ouais, j'avais indiqué qu'il fallait appuyer sur le bouton. 40, voilà, exactement. Et je n'ai pas mis la solution. ce qui est un peu dommage, quoi. Le choix apparaît en grisé chez moi dans. Oui, alors, oui, tu fais bien de poser la question. Le choix apparaît en grisé, pourquoi? Parce qu'il ne peut se modifier que lorsque la VM est arrêtée. Donc, en fait, il faut faire un shutdown de la VM, ensuite aller dans les réglages de la VM en question, modifier le contrôleur USB et ensuite, voilà, le relancer. Bien, alors, si vous n'avez encore pas lancé, alors ça, pour Xavier et Sébastien, je sais que vous l'avez fait, hein, mais pour les autres, juste pour info, avant de pouvoir programmer une carte ESP32, il faut d'abord la définir dans cette zone-là qui s'appelle la Launch Target. Et pour la définir, il faut cliquer sur la petite flèche à droite et vous verrez que par défaut, normalement, vous avez ESP32S2 et ESP32 en minuscule. Cliquez sur New Launch Target et là, ça vous permet de définir l'ESP Target avec ESP en majuscule qui est la bonne cible, celle qu'il nous faut pour le DevKit-C. Une fois que c'est... Alors, pardon, j'ai refermé un peu vite. Il y a plusieurs... Ah oui, j'ai refermé un peu vite parce que je ne voulais pas montrer. Je ne vais pas pourrir ma config. Je vais juste vous montrer les réglages. Il y a un paramètre qui est indiqué. Bien sûr, c'est évident, c'est logique. C'est le port USB que votre VM récupère par rapport au DevKit-C. Ça veut donc dire que c'est mieux de d'abord connecter la carte ESP32 à votre PC, de vérifier qu'elle est bien visible dans la liste des devices USB récupérés par la VM et que vous avez bien coché le truc et que vous l'avez même mis comme étant récupéré par défaut dans la config USB. Ça, je l'explique dans la doc hein, que vous trouvez sur GitHub. Donc, une fois que vous avez connecté la carte ESP32, à ce moment-là, vous créez la launch target ESP32 et vous assignez le port USB qui, normalement, par défaut, est le dev/dev/tty USB 0. Si pour une raison quelconque, ce n'était pas celui-là, vous pouvez vérifier lequel c'est en passant la commande DMESG, Display Message, depuis une console et vous voyez à la fin, vous pouvez vérifier ce qui est créé comme... alors tiens, c'est marrant, il n'y a pas le... Non, je pensais qu'on allait voir le nom du device. Non, mais non. Non. Non, dommage. Par contre, cet affichage vous permet de vérifier que la carte, enfin la connexion USB est bien récupérée par la VM. Donc ça, c'est le point important. Voilà. Sinon, vous faites vous listez les ports hein, et puis vous le voyez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, ici normalement sur la zone de saisie du milieu, c'est la configuration de lancement. Ça doit correspondre à votre projet quand vous n'avez qu'un seul projet, mais Eclipse vous permet de gérer plusieurs projets. On va le faire tout à l'heure. Et à ce moment-là, il faudra être sûr de bien choisir le bon projet. Et enfin, vous pouvez choisir de faire soit du run normal, soit du debug pour faire du debug pas à pas sur la cible, dans le ESP32. Donc là, vous choisissez la configuration. Une fois que vous avez choisi ces trois trucs-là, vous pouvez cliquer sur le marteau pour lancer la construction. Alors moi, je l'ai déjà fait tourner tout à l'heure, donc malheureusement, ça ne fera rien, sauf si je fais un clean project. Voilà, là j'ai tout effacé et je le relance.
Voilà. Donc là, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un peu long. Il y a pas mal de choses. Mais bon, quand je dis un peu long, c'est quelques dizaines de secondes. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus monstrueux, c'est 9 secondes. Là. Ouais, c'est même pas quelques dizaines de secondes, c'est 9 secondes. Donc là, j'ai le binaire qui a été construit. Le binaire se trouve dans ce dossier et c'est où est-ce qu'il est? L'application s'appelle Wi-Fi, c'est celui-là, voilà. Bon, juste pour info, parce qu'en fait, vous n'avez même pas besoin de connaître son nom. Si votre carte est connectée à votre VM, si les 3 zones ici sont correctement configurées, en appuyant sur le bouton de lancement, vous allez programmer le SP32. Alors, il y arrive de reconstruire hein, lorsqu'on lance la programmation de l'ESP32. Il y arrive de reconstruire parce que je pense qu'il doit faire un clean. Il y a sûrement un réglage d'optimisation possible quelque part, mais je n'ai pas eu le temps de chercher dans la config de build de ESP-IDF. Là. Donc, il reconstruit. Alors, il est possible, en fait, là, on voit que c'est plus long, il reconstruit plus de choses. Hein. A priori, là, on a vu passer tout le Wi-Fi. Donc, je pense qu'il est allé chercher plus de choses. Je suis pas encore un expert, très, très loin de là, de ESP-IDF. Hein. Je me considère comme un débutant au niveau de cet environnement. Il y a tellement de choses à voir. Bien éclairé. Ouais, 60 watts, hein, pas plus. Voilà, et là, vous voyez, il se connecte. Et la connexion s'est passée correctement. Si on n'avait pas fait cette config du contrôleur USB, j'aurais été obligé d'appuyer sur le bouton boot. Il programme la flash. Et c'est fait. Super. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on sait que ça fonctionne? Alors, pour savoir comment ça fonctionne, on reste toujours dans Eclipse, hein, tout est dans Eclipse. On va créer un terminal. Alors, moi, il est déjà créé, malheureusement, donc je ne peux pas vous le montrer depuis le départ, mais en fait, j'indique dans la doc hein, comment créer le terminal, dans la doc concernant l'application Hello World. Ce terminal, il faut bien vérifier qu'il est à la bonne, sur le bon port série. On clique sur OK, et là, alors, ce que fait le lancement du terminal, c'est qu'il reset hein, également le SP32. Et là, on a les messages. Alors, vous voyez, moi, a priori, je n'ai pas configuré le mot de passe correctement. Très certainement. Ça m'étonne parce qu'il me semblait que tout à l'heure, je l'avais fait. Et là, tu pourrais le reconfigurer au runtime ou tu es obligé de reconstruire? Ah, je suis obligé de reconstruire. Alors, ça m'étonne parce que je pensais l'avoir configuré correctement. Ah. Oui, le build a fait repartir l'interface utilisateur, heureusement. Ouais, normalement, c'est bien les bons. Alors, écoutez, hein, je vais relancer. Ouais, ça m'étonne un peu quand même. Je vais faire une petite modif pour être sûr de forcer le redémarrage, enfin la reconstruction complète. Et je vais lancer directement en mode run. Enfin, je vais lancer le run, je veux dire. Donc, il fait le build normalement avant. Il se connecte. Il programme. Et on va voir dans le terminal. Alors, le terminal ici, je vais l'éteindre. Ça, malheureusement, il faut en recréer un nouveau hein, quand on... On dirait qu'il t'a envoyé une exception là, sur la console tout à l'heure. Oui, ça, c'est parce que on a lancé le rechargement. Alors oui, ça vaut la peine de faire la remarque là. Effectivement, c'est une question très intéressante. Il y avait une exception, pourquoi? Parce que j'ai demandé à reprogrammer le SP32 et lorsqu'on reprogramme le SP32, on coupe la communication au niveau du port USB, parce que la communication au niveau du port USB se fait en fait sur une pseudo-liaison série hein, qui est émulée sur le port USB. Donc, on coupe cette liaison série pour prendre la main pour reprogrammer le SP32.
Et d'ailleurs, j'aurais dû fermer par précaution le terminal avant de tenter la reprogrammation. Mais là, tout s'est bien passé. En fait, la reprogrammation a pris la main sur le terminal. N'empêche que j'ai toujours pas ma connexion. Et pourquoi Xavier, alors Sébastien, non, tu es un peu coincé, toi, mais Xavier, toi, tu peux faire tourner le... Ouais, ça a l'air de marcher. Ben, je partage mon écran. Ah, avec plaisir, oui. Partager. Donc, si je dis pas de bêtises, Ah, super. là, on s'est Ouais. bien connecté. Voilà, et puis on voit en dessous qu'on a l'adresse IP, tu vois, qui a été attribuée en Et 10.0.0.19. Et que je confirme sur le réseau interne de Sofab, je la vois bien aussi. Ok, super, impeccable. Et puis vous voyez, alors on a des queues receive timeout. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand on se met en attente sur une file de messages, alors de mémoire, dans FreeRTOS, je pense qu'on peut faire une attente infinie. J'en suis plus complètement sûr, hein, ça fait trop longtemps que j'ai plus regardé, mais quoi qu'il en soit, c'est pas mal de mettre un timeout parce que ça permet justement de toujours, dans l'idée de faire sentir à l'utilisateur qui regarde les traces ce qui est en train de se passer. Ça permet de montrer à l'utilisateur que tout est vivant, qu'aucune tâche n'est coincée, etc. Voilà. Mais là, il ne se passera pas grand-chose d'autre. Hein. Si, Xavier, tu pourrais couper ton point d'accès Wi-Fi, mais je ne te le conseille pas peut-être, pour voir que... Ça veut dire que je vous perdrai. Voilà, exactement. Donc, au niveau ESP32, bon, on verrait que ça se relance. Mais ça, vous pourrez faire le test chez vous. Non, mais ne le fais pas, Xavier, parce que ça va... Je peux dégager L'adresse IP l'adresse enfin, IP. Juste de l'ESP32. Oui, mais comme on ne fait pas de communication, ah oui, ça il n'y aura pas d'erreur. Ah bon. Et t'as pas une boîte en fer pour mettre ton ESP dedans? Comme ça, tu compliques la liaison radio. Alors, il faut vraiment que la boîte en fer soit étanche et le câble USB, là, il va poser des soucis. Ouais. On n'aura pas une vraie cage de Faraday, là. On n'a pas de notification quand le niveau de réception varie? Alors, alors, est-ce qu'on peut mettre ça sous forme on peut aller lire le niveau de réception, enfin la qualité du signal. Hein, tu vois, on a le RSSI là en haut. Donc, on peut le lire. Par contre, est-ce qu'on peut l'avoir sous forme de notification? Je ne suis pas complètement sûr. Je pense plutôt qu'on aura uniquement la notification lorsqu'on perd la connectivité. Ouais, ça paraît logique. Sinon, il t'enverrait toutes les temps de millisecondes. Ouais. Voilà. Alors, quelle heure est-il? On peut tenter maintenant. Oui, il nous reste le temps. Si vous n'en avez pas assez, on peut juste regarder le programme Python. Alors, par contre, tu l'as toi aussi, Xavier. Hein, tu as la totale, donc tu vas pouvoir le faire tourner. Tu as la totale. Alors, écoute, laisse tourner. Non, pardon. Ce qu'on peut faire, c'est que, comme a priori, moi j'ai un souci avec mon point d'accès Wi-Fi, là, je vais te laisser. Enfin, tu vas continuer là. Ce que tu vas faire, tu vas importer. Alors, avant d'importer, pardon, tu vas créer une console. Une console, alors cette fois-ci au niveau, tu vois, dans le menu Mint, Linux Mint en bas à gauche. Complètement en bas à gauche, complètement. Voilà, super. Attends, c'est quoi ça? Ouais, voilà, OpenTab, génial. Alors maintenant, tu vas dans le dossier dans lequel se trouve le code source. Voilà, tu vas dans l'arborescence 02. Non, au-dessus. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et là, tu fais un ls, tu dois avoir un programme Python. Voilà, là, tu tapes la commande Python. Alors, pardon, excuse-moi. Il faut configurer d'abord le programme. Attends, que je ne dise pas de bêtises. Non, c'est bon. Tu connais l'adresse IP de ton PC? Non, mais... Voilà, exactement. 10.0.2.15. 2.15. Ok, super. On garde ça en tête. Et maintenant, tu vas faire juste un cat du programme Python. C'est pas sur le même sous-réseau, si? Il n'avait pas dit que c'était un 10.0.0.9 tout à l'heure, un truc comme ça? Ouais, ça m'inquiète un petit peu là. Si on n'est pas sur le même sous-réseau. Oui, je ne suis pas sur le même sous-réseau, bien vu. Tu as parce que toi, tu es connecté au même point d'accès sur ton PC. Oui, tout est en Wi-Fi. Est-ce que ça ping? On va voir. Hein. 10.0.0.9. C'était .9. .19.
Ok, impeccable, c'est que c'est super. routé, c'est Ouais, bon. tu as le routage, ouais. Tu dois avoir les 2 derniers octets là qui sont routés certainement, enfin le sous-réseau. Hein. Donc, dans du programme Python qui s'appelle fais un ls, fais un ls à nouveau, je me souviens plus, c'est voilà, PC underscore. 4 PC underscore. Voilà. Alors, ce programme Python, il fait vraiment pas grand-chose. Il crée un socket. Ce socket, il dit qu'il est de type datagram et qu'il est de type Internet. Ensuite, bon, il positionne une option qui permet de le réutiliser lorsque la connexion est coupée, mais ça, oubliez-le. Et puis ensuite, il va ouvrir le port 3333 et se mettre en attente sur l'adresse IP locale. C'est le s.bind simple quote okay. 3333. Donc à partir de là, ce programme se prépare à attendre les messages sur le port 3333 pour l'adresse IP locale, pour tous les interfaces réseau locaux en fait. Et en fait, ensuite, il y a la boucle infinie dans laquelle on se met en attente de messages. Et lorsqu'on a un message, on l'affiche. Voilà, c'est pas plus que ça. Donc tu peux le lancer maintenant. Donc tu fais Python et puis le nom du programme. Donc on avait dit qu'il s'appelait PC, voilà. Et voilà. Maintenant, on reste comme ça. Donc tu peux remettre le terminal en arrière-plan. Et là, maintenant, ce que tu vas faire dans Eclipse, tu vas importer, donc File, Import. Tu vas importer le projet, enfin le répertoire, voilà, Next, Browse. Donc dans ESP-IDF UDP, le 03. Tu double-cliques, voilà. Là, tu fais Open. Finish. Tu fermes le 01 Wi-Fi, voilà, super. Tu ouvres celui-là. Oui, ouais. Oh. Ce que je peux juste vous montrer peut-être... Marc, à la limite, vous pourrez aller voir comment on gère le truc. Hein. Je veux juste vous montrer que la communication fonctionne. Et puis voilà. Alors, donc voilà. Il va falloir que je fasse la SDK configuration, mais donc pour ça, il faut que je compile. Oui. Donc tu vois, vous voyez qu'enroule dans la zone centrale qui est le choix du projet, on est bien parti sur, enfin Eclipse est bien parti par défaut sur 03-UDP underscore TX. Et donc, dans FreeRTOS, tu as un débugger intégré qui te permet de faire du debug à distance? Alors, ce n'est pas dans FreeRTOS, en fait, c'est ESP32, enfin, c'est le microcontrôleur qui fournit une interface qu'on appelle JTAG, qui permet de faire du test in situ. C'est directement en JTAG, ouais. Okay. Ouais, c'est en JTAG. Pas donc un serveur GDB. Voilà. Alors, le serveur GDB, il faut que tu le mettes sur ton PC. La config, mais la config dans Eclipse, elle est... Alors, je n'ai pas vérifié encore jusqu'à présent, hein, mais la config avec Eclipse, normalement, elle a tout ce qu'il faut pour avoir un GDB correct qui va se connecter via JTAG à l'ESP32. Maintenant, un petit point de remarque, sur ces cartes DevKit-C, malheureusement, il faut acheter un adaptateur spécifique pour pouvoir se connecter au JTAG. C'est-à-dire que le port USB tel que vous l'avez là, ici, le port USB, enfin le câble USB par défaut, qui permet de programmer, n'est pas utilisable pour faire du JTAG. Je vous montre, je l'ai commandé il y a peu de temps, mais je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. Je pense que je dois être devant la webcam. Voilà, c'est un câble comme ça. Vous le voyez là? Il y a d'un côté de l'USB avec un peu d'électronique à l'intérieur. Et puis ensuite, il y a des pinoches qu'il faut connecter sur les connecteurs JTAG, sur les pinoches JTAG de la carte ESP32. Voilà. Donc là aussi, alors attendez, est-ce que ça je l'ai documenté? Je ne suis pas sûr de l'avoir documenté, mais ça, à la limite, si vous en avez besoin, posez-moi la question dans Slack si vous ne l'avez pas trouvé le jour où vous en avez besoin, quoi. Je vous indiquerai où trouver l'info.
Donc, il est encore en train de compiler, là, Xavier? Ouais, alors j'ai pour destination address, je laisse celui-là où je mets l'adresse du. Alors, il faut que tu mettes l'adresse de ton PC. Donc c'était 0.2. Je ne sais 15.15. C'était 15. Ouais. Xavier, achète-toi un 20 processeurs. Ouais, c'est champ virtuel. Ouais, je pense que tu as. Je sais plus combien j'ai dit de mettre d'attribuer de processeur à la VM. Si j'ai dit qu'un, c'est sûr que tu peux. Ah, j'ai dit 2. Ah, d'accord. Bon, c'est un peu étonnant. Ouais. Là, il faut que tu mettes le port aussi, Xavier. Ah oui, le port, c'est 3333. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, maintenant, CTRL S et c'est bon. Par contre, je vais arrêter, je vais relancer la compile parce que. Bon, on arrive à la fin. Oui, ouais. C'est vrai qu'en tant que vieux, moi, j'hésite toujours à arrêter des trucs. J'ai connu les moteurs de voiture avec les carburateurs. Si on arrêtait le moteur, quand il faisait trop d'humidité, on ne pouvait plus le redémarrer. Voilà, bon, c'est un autre sujet. Alors, vous irez regarder par vous-même ce qu'il y a de nouveau dans cette application. Vous verrez qu'il y a une nouvelle tâche qui s'appelle Send quelque chose. Ouais, dans le main. Voilà, Send Datagram. Et ce Send Datagram, en fait, il est assez mal nommé parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un message à la tâche Connect Wi-Fi, lui contenant quelques octets, hein, enfin un petit message. Et c'est la tâche Connect Wi-Fi qui ensuite se charge de créer le datagramme UDP et de demander l'envoi. Donc, j'aurais pas dû l'appeler Send Datagram, j'aurais dû l'appeler Send Message. Mais bon, c'est un point de détail. Et comment dire, le diagramme des tâches figure dans le README de cette application. Donc, vous verrez, il y a une tâche en plus, hein, tout simplement. La tâche Send Datagram. Ah, mais je pense que je sais, Xavier, pourquoi c'est si lent. Ah ben si, pourtant. Tu as installé l'application Ccache? Non. C'est peut-être ça alors. Ouais, c'est possible, mais bon, c'est pas, ça fonctionne très bien sans, c'est un peu plus long, c'est tout. Oui, faut être un peu, ça m'apprend la patience. C'est pas Voilà. grave. Zen. Zen. Non, mais comme ça, j'en profite pour, vu qu'on a un petit peu de temps, à tous les participants. Alors, si vous n'avez pas vu mon message sur le Slack, je vous le rappelle, et de toute façon, vous allez recevoir un mail. Il faut que vous vous inscriviez pour la Sophia Conf au moins le 30 juin, le jour des présentations pour le TOX. D'une part pour des raisons sanitaires, d'autre part comme ça permet de valider le fait que vous présentiez au TOX et ça va nous permettre d'attribuer le temps le plus optimisé pour chaque équipe. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous repartirez avec une bière de Craft Azur qui est un brasseur qu'on voit depuis Sofab. Donc pensez à vous inscrire. Voilà, et la suite plus tard parce que ça finit de compiler. Hop. Ah oui, toi, tu es obligé de presser sur le bouton, Xavier, Ouais. c'est ça? Ouais, d'accord. Ouais, j'ai pas encore changé, vu qu'il fallait arrêter la VM. Ben oui, oui, oui. je me suis dit que je pouvais passer. Ouais, ça peut attendre. Voilà, Merci. Hop. Voilà, maintenant tu crées le terminal. Alors, c'est à droite, voilà, c'est celui-là, ouais. Hop. Donc, OK, il est là. Alors, normalement, on doit voir qu'il se connecte. Voilà, et puis là, il est censé avoir envoyé un datagramme. Donc maintenant, allons dans le terminal pour voir si... Ah, et il semblerait qu'on a un petit souci de connectivité là. Alors, est-ce qu'on n'a rien reçu? Je fais juste un ifconfig, c'était bien 2.15. Refais un ping, tu vois, à l'adresse IP de l'ESP32 qui est 10.0.0.19. Mais enfin, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut avoir peut-être une route dans le sens descendant, mais pas de route dans le sens montant. C'est possible aussi, ça m'étonne un peu, mais...
Tapping, c'est qu'il y a les routes dans les deux sens. Oui, c'est vrai, oui, 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 tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et oui, c'est les messages Ouais, non, le ICMP ping, qui reviennent, ouais. Ouais. Ça serait pas le masque de sous-réseau de l'ESP qui serait pas le même? Parce que là, je vois que Ah, sur exact, son ordi, oui, il tu as a raison. 255 Ah 000. oui, Mais... tu as raison. Oui, 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 tout à fait, bien vu, ouais. Ouais, bah, c'est ça le souci. Voilà. Bon, Si, c'est bah, le même. a priori, comme il est en 2.0, en 2 points quelque chose côté PC, et là on est en 0 point quelque chose, Oui, mais on a. c'est des slash 24 des deux côtés et du coup, ça passe par le routeur. Ah oui, remarque avec le ping. Ouais. Ouais, un peu bizarre quand même. Mais là, quoi qu'il en soit, on a quand même un souci de connectivité. Bon, si vous prenez le temps de le mettre en place, si toi, Xavier, de ton côté, tu peux t'assurer au niveau ouais, niveau réseau que ouais. tout est correct. Le plus simple quand même, c'est vrai que c'est d'être sur le même sous-réseau complètement. Alors, d'autant plus, comment dire, là, en plus, on est dans un cas très simple. Enfin, théoriquement très simple, c'est-à-dire qu'on a un PC. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai développé ces exemples-là. J'avais mon PC connecté à mon point d'accès Wi-Fi à la maison et j'avais le SP32 connecté au point d'accès Wi-Fi. Donc, voilà, ils étaient forcément, par défaut, ils se retrouvent tous les deux sur le même sous-réseau. Ce qu'on fait d'habitude dans des applications, dans de vraies applications, c'est on veut envoyer les données, les messages vers un serveur quelque part. Donc, il faut en plus s'assurer de la connectivité de bout en bout à travers l'Internet. Voilà, c'est juste un petit message comme ça de rappel, mais enfin, a priori, si vous vous lancez dans ce genre d'application, vous maîtrisez déjà bien les aspects IP, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Vous pouvez aller voir la suite, hein, bien sûr, et puis donc si vous avez le temps, monter la config, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la mesure du possible, je répondrai dans le Slack. Si je détecte des bugs ou si vous détectez des bugs, des problèmes dans la doc, dites-le moi, je corrigerai. Vous faites des pull requests, hein, tout simplement, si vous avez l'habitude. Et puis là, si vous avez quelques questions, ben, n'hésitez pas non plus. Pas de question, juste pour dire qu'une fois de plus, c'était parfait. Ah, merci Jean-Yves, c'est sympa. Ouais. C'était un peu fouillis quand même, j'ai eu l'impression. Faudra la refaire, comme ça sera de moins en moins fouillis. Ouais. Moi, j'ai une question. Tout le noyau FreeRTOS, tout ça, c'est tiré automatiquement par les dépendances du projet. Ça vient tout seul. Ça se passe comment? Alors non, c'est fourni par ESP-IDF. Ça c'est livré par Espressif. Tu vois, ça fait complètement partie de l'environnement de développement Espressif. Okay, merci. Et là aussi, c'est très amusant de voir un Espressif, donc il y a 5, 6, 7 ans, là, quand tu voulais faire du FreeRTOS dans leur environnement, alors à l'époque, c'était le microcontrôleur, le 8266, si je ne dis pas de bêtises, c'était hyper sportif de monter la config pour faire du FreeRTOS. Là, aujourd'hui, tu installes un plugin dans Eclipse et puis c'est bon, quoi. Le 8266, il fait tourner FreeRTOS aussi? Tu peux le faire si tu veux, ouais. Si tu regardes dans mes dépôts là, sur GitHub, tu verras que j'avais fait la manip à l'époque. Alors depuis, il y a eu plusieurs versions de leur environnement de développement qui ont été livrées, donc je ne sais pas si ce que j'avais fait à l'époque est encore valable, mais tu verras que c'est possible, ouais. Parce que c'est le support des ESP quelque chose, c'est pas, enfin, je suis allé à l'instant la regarder sur le site de FreeRTOS, c'est pas supporté officiellement, quoi. C'est vraiment un portage fait par Espressif. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Mais je suis assez confiant, enfin, pour ce qui est fait concernant le SP32. Je te dis, moi j'avais fait un tout petit Hello World, hein, pas bien plus que ça pour le SP8266, ça avait fonctionné. N'empêche que ces derniers temps, j'ai un projet sur le SP8266 là, pour un client. Je ne suis pas sous FreeRTOS, hein, je suis dans l'environnement natif. En bare metal, ouais. Ouais, ce qui est un peu. Il y a des trucs qui ne sont pas clairs dessus, mais bon, on fait avec. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, merci pour votre attention. Merci Pascal, hein, je confirme, c'était top. J'ai tout enregistré,
Donc, le temps que je coupe le début et que je mette ça sur YouTube, comme ça, si vous avez envie de revisionner, de refaire étape par étape, il n'y aura pas de. Enfin voilà, je vais le mettre sur YouTube pour que vous puissiez. Il faut que ça soit dispo. Et en tout cas, merci Pascal. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas lancé Eclipse. Ah, Ça va faire champagne. 10-12 ans que je n'avais pas lancé Eclipse. Et là, c'était rigolo. C'est un peu lourd, mais c'est vachement bien. Ouais, non, Ok, c'est pas mal, bon, Eclipse. merci à toi, lourd. Xavier. Ouais, c'est un peu lourd quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est pas mal quand même. Ok, merci. Merci. Merci à vous. À Au revoir tout le bientôt. monde. Merci Au beaucoup. revoir. Bye bye. À Merci, bientôt. au revoir.